guise de préliminaire, j'aimerais souligner deux points. La question de la fiction, et plus particulièrement de la fiction sur, avec et pour Internet, est peut-être, dans ma pratique artistique, mon angle mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sans doute la fiction en réseau, dans ce cas-là de très spécifique, est-elle ce qu'il y a de plus singulier et de personnel dans ma recherche, de plus inconscient et de plus inachevé, de plus ancien, puisque finalement j'ai commencé à partir de 94-95 à faire des fictions sur Internet, à un moment où, en France, on avait le sentiment qu'Internet c'était un gros Minitel, un gros système télématique. Et bien évidemment, la difficulté, c'est que comme la fiction pose la question de l'imaginaire, il est bien sûr difficile de théoriser l'imaginaire. Vous le savez sans aucun doute, la parole d'un artiste c'est un peu compliqué, parce qu'il faut éviter deux écueils, l'illustration et le commentaire. C'est les deux écueils à éviter. Alors, deuxièmement, cette conférence a pour moi un objectif économique assez précis. Il s'agit de zoomer, de détailler, de préciser un point que j'avais effleuré lors d'une présentation le mois dernier au Boro et qui est disponible sur YouTube, donc vous avez l'URL là. Je vais préciser un point. Alors, cette conférence avait comme objectif de proposer une nouvelle grille d'analyse pour le NetArt. Je vais devoir un petit peu résumer sa composition. Je vais être assez bref sur ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sera donc la question de la fiction. Ou pour le dire autrement, le réseau en tant que support de production et de diffusion transforme-t-il la notion même de fictionnalité? Ou encore, pour le dire encore autrement, pourquoi la fiction en réseau est-elle le cœur fragile de ma recherche? Alors, ça c'était le schéma final auquel j'étais arrivé. Et comme vous le voyez sur ce schéma, j'avais proposé trois niveaux que j'appelle ontologiques, ou trois points d'application du NetArt, qui sont d'une part, en allant du bas vers le haut, Internet. C'est donc Internet s'applique à Internet, c'est interne, c'est l'autoréférentialité du médium. Ensuite, le deuxième niveau qui est ce que j'avais appelé la fiction existentielle, c'est la question de la subjectivité, du sujet. Et ensuite, le monde en tant que monde, c'est bien sûr l'extériorité qui est l'horizon absolu qui structure les deux précédents niveaux. Il y a donc l'interne, le subjectif et l'externe, qui s'organisent dans ce schéma selon trois types de flux. L'influx qui est la source du flux, l'afflux qui est donc l'excès, je reviendrai sur ces notions, et le reflux qui est l'incident, la panne, le bug dont sans aucun doute vous avez parlé hier. Dans ce schéma, chaque œuvre passe d'un type de flux à un autre type de flux. Je vais bien sûr dans cette conférence essayer de préciser le deuxième niveau, que j'avais nommé donc la fiction existentielle, mais qui va prendre ici la forme de la fiction sans narration, ou, pour utiliser un acronyme, la FSN. Et donc je vais me poser la question, est-ce qu'il y a une fiction spécifique à Internet, en supposant que la fiction n'est pas toute œuvre, que toute œuvre d'art n'est pas nécessairement une fiction, que la fiction c'est un genre extrêmement particulier. Alors pour commencer, je vais commencer sur la question des multitudes anonymes. De quoi s'agit-il? En fin de compte, lorsque nous questionnons la relation entre la fiction et Internet, le premier élément qui saute aux yeux, pour chacun d'entre nous, c'est un véritable afflux. Le sentiment que quelque chose nous déborde et excède notre capacité de schématiser. Je crois que chacun d'entre nous a ce sentiment que face à Internet, on est absolument débordé, comme c'est le sentiment que j'ai, que j'arrive pas à y faire face. À quoi est lié ce sentiment de surplus, cette affectivité du surplus? Je crois que c'est lié à la multiplicité des individualités, puisque chacun d'entre nous est connecté sur Internet et y inscrit consciemment ou inconsciemment des informations de toutes sortes, des idées, des sentiments, des achats, des chiffres, des relations, des rencontres et des ruptures. Cette inscription est d'autant plus inapparente qu'elle constitue une révolution qui s'est généralisée en à peine deux décennies. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que si on essaye de se mettre dans la perspective d'un monde sans Internet, ce serait quoi aujourd'hui un monde sans Internet? On a beaucoup de mal à le penser. Si Internet s'effondrait, c'est un peu comme si le monde en tant que monde s'effondrait, puisque c'est l'un de nos principaux moyens d'accès au monde en tant que monde. Alors, à quoi c'est lié? C'est lié au fait que nos processus psycho-affectifs et psychocorporels sont de plus en plus liés à des automatismes machiniques, à des robots qui sont sur Internet. Je sais pas, par exemple, moi je vis avec Google. J'ai une grande histoire de vie avec Google. Et on sait que, je ne vais pas vous refaire toute cette histoire, mais on sait que, l'histoire de l'inscription
a subi de très nombreuses révolutions, des silex, aux tablettes d'argile, de l'imprimerie au morse. Mais ce qu'il y a de spécifique dans notre époque, et je crois que quand on pose la question de la fiction, il faut d'abord poser cette question-là, c'est qu'aucune autre époque plus que la nôtre n'a gardé la mémoire des anonymes. Auparavant, une histoire, l'histoire en tant qu'historicité, c'était beaucoup de gens qui écoutaient et très peu de gens qui écrivaient. Il y avait très peu de scribes. Et ce qu'on a appelé l'histoire à une époque, c'était justement cette différence-là. Aujourd'hui, la révolution la plus concrète qu'on vit, je crois, avec Internet, c'est le fait que tout le monde, les anonymes que nous sommes, inscrivent des choses, au-delà même de la qualité qu'on peut affecter à ces inscriptions, peu importe. Mais il y a un incroyable nombre d'inscriptions. Et il me semble que le destin de la fiction est inséparable d'une certaine construction historique. Alors on peut véritablement s'interroger, qu'est-ce que devient l'histoire en tant qu'historicité? Est-ce que le régime de l'historicité change avec ces nouvelles modalités d'inscription? Alors c'est un exemple, je vais prendre pied sur mon propre travail, mais la méthode que je vais développer ici pourrait s'appliquer à d'autres travaux, et même au-delà du champ de l'art numérique ou du champ de l'art sur Internet. Alors c'est un travail que j'avais réalisé en 2007, qui s'appelle le Registre, et qui est un logiciel qui va chercher sur Internet des sentiments. Et il va chercher 500 sentiments par heure. 500 sentiments par heure. Et il assemble ces 500 sentiments dans un fichier PDF, donc un livre, avec un design, qui est ensuite publié sur un site que vous connaissez sans doute, qui s'appelle lulu.com, qui est donc un site d'impression à la demande. Et donc ça publie 24 livres par jour, tous les jours de l'année. Donc c'est une espèce, ce passage d'Internet, de cette sortie d'Internet sur un support matériel tout à fait classique et traditionnel qu'est le livre, ça crée une espèce de bibliothèque de Babel infinie, et puis ça crée aussi un sentiment assez particulier, un afflux affectif, c'est que quand on lit le livre, on passe d'un sentiment à un autre, d'une page à l'autre, comme si notre psyché individuelle était hantée par toutes ces histoires anonymes que nous croisons sur Internet. Alors, selon moi, cette multiplicité existentielle est ce que j'appellerais la factualité de notre temps, c'est-à-dire le possible absolu que toute individualité pourrait ne pas être. Qu'il est donc indifférent que cette inscription personnelle soit ou ne soit pas. Elle peut disparaître. Cette absolue précarité de toute inscription désigne donc un possible non-être qui, à un moment ou à un autre, va devenir effectif puisque nous allons mourir. Et là, bien évidemment, il y a aussi quelque chose qui est lié au fait que je pense que pour beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils ne sont plus portés par une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce plus que de doute, mais de précarité de la pratique artistique. Parce qu'il n'y a pas de raison de parler à la place de tous ceux qui déjà inscrivent des choses. Alors, ça brouille bien évidemment la fiction, parce que habituellement, dans la tradition, dans la fiction classique, il y a une nette séparation entre les narrateurs et les anonymes, qui sont ceux qui écoutent. Il y a d'un côté, on estime qu'il y a d'un côté quelque chose d'intéressant, d'unique, qui est la fiction, qui est la voix d'une fiction, et de l'autre, il y a la factualité des existences multiples, des existences singulières qui n'ont rien de remarquable, et qu'on peut donc oublier aussi facilement, qui peuvent disparaître aussi bien qu'elles sont. Selon moi, Internet va disloquer cette hiérarchie et va mettre les anonymes et le narrateur sur le même plan, sur un plan en 2 dimensions, comme sur un épiderme. Alors, dans ce travail, qui s'appelle Ceux qui vont... Je vais mettre un peu de son, peut-être. Il y a peut-être un peu de son. Donc, qui s'appelle Ceux qui vont mourir, en 2006. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'extrait du site Experience Project, qui fait que les internautes peuvent, sur ce site, inscrire leurs expériences, leurs rêves, et ainsi de suite. Ces récits textuels sont ensuite automatiquement traduits grâce à des mots-clés en vidéo sur YouTube et en images sur Flickr, de sorte que des inscriptions de mémoire sont reliées à d'autres inscriptions de mémoire et vont produire le récit non pas d'une personne, non pas de tous, mais de chacun en tant que c'est anonyme même. C'est cela qui s'effondre, je crois, dans la factualité contemporaine. Alors il y avait aussi une installation dans ce dispositif-là qui était un téléphone. Je vais juste finir ma phrase. D'accord. Et qui était simplement un téléphone tout à fait classique qui sonnait chaque fois dans le vide, chaque fois que le mot death, que le mot mort apparaissait sur Internet, ça sonnait. Et donc, quand on décrochait, en fin de compte, c'était un téléphone en dérangement qui sonnait.
Et donc pour continuer, je dirais qu'est-ce qu'on tire de ce sentiment de multiplicité, d'anonymat, de toute cette foule qui est devant nous avec Internet, de cette foule anonyme. Je crois qu'il y a un affect tout à fait nouveau qui est en train d'apparaître, que j'appellerais la passion des anonymes. C'est quoi la passion des anonymes? C'est une forme d'émotion très particulière qu'on a face à tous ces individus-là. Quand on va sur Internet et qu'on croise la photo, le texte, le récit de la vie de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra sans aucun doute jamais, mais auquel malgré tout on a accès. Il y a là un accès à une multiplicité qui auparavant n'était qu'imaginaire et qui aujourd'hui devient très très concrète. Alors bien évidemment Facebook est un élément absolument fondamental de ça, et il y a un sentiment dans cette passion des anonymes qui est, je dirais, l'expérience de la répétition. Tout se répète et tout est différent, comme si nos existences singulières ne pouvaient être singulières qu'avec le cliché, qu'à cause du cliché. Alors, j'avais réalisé différents projets là-dessus, plus ou moins là-dessus. Oui, alors, dont Waiting. Donc, Waiting, c'est un assemblage de séquences vidéo que j'avais filmé dans une gare. C'était les gens qui regardent les horaires de train, en fait. Donc, vous savez, quand vous regardez les horaires de train, les yeux sont un peu dans le vide, comme dans une église où les gens attendent quelque chose qui n'est pas là et quelque chose qui n'arrivera sans aucun doute jamais. Et en même temps, apparaissent les derniers Twitter. Les derniers Twitter apparaissent, qui sont ensuite traduits sur Flickr en images. Alors pourquoi c'est Twitter? Parce que sur Twitter, on attend toujours une information, on attend un événement qui n'arrivera jamais. Il y a une espèce de... Sur Internet, on n'arrête pas d'attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Un peu comme quand vous êtes dans une fête le soir et qu'il est 4 ou 5 heures du matin et que les gens restent et dans leurs yeux, ils attendent quelque chose qui n'arrivera sans aucun doute jamais. Le deuxième projet, c'est Peoples, que j'avais fait avec un poète qui s'appelle Jean-Pierre Balp. Jean-Pierre Balp avait créé un générateur de texte qui générait des vies fictives, enfin, des biographies fictives. Et ensuite, moi, je m'étais amusé à traduire cette biographie fictive en images, donc à illustrer ces textes par des images trouvées sur Internet. Donc, ces images venant de souvenirs de gens réels. Donc l'idée, c'est un peu que des vies fictives sont illustrées par des vies réelles, et pas l'inverse. Alors, pour la deuxième partie, une fois qu'on a vu cette question de multiplicité, j'aimerais aborder la question de l'information qui est le sujet, entre autres, de ce matin. Comme vous le savez, cet afflux d'inscriptions existentielles est lié à un autre afflux, celui des fragments. Il y a en effet tant et tant de documents sur Internet, nous ne pourrons jamais en faire le tour parce que le réseau semble tout simplement grandir à une vitesse plus grande que notre capacité à l'explorer. Et il est en ce sens un univers quasi infini. Tout se passe comme si Internet, tout en étant un produit de l'activité humaine, défiait notre capacité humaine à le percevoir et à le connaître. Comme si nous étions en train de créer quelque chose qui n'était plus à notre dimension, qui n'était plus humain. Il y a quelque chose, à mon avis, d'inhumain sur le réseau, autant qu'une galaxie ou qu'un cosmos. Et reviennent des questions anciennes. Qu'est-ce que l'étendue? Qu'est-ce que l'espace? Comment le parcourir? Alors bien évidemment, le fragment est une donnée fondamentale de la fiction en réseau, parce que sur Internet, chaque chose est coupée d'une autre, et c'est justement cette coupure qui permet le passage d'une chose à une autre. Il y a différents projets. Donc ça, c'est un projet justement sur le fragment. Donc j'avais récupéré sur Internet, j'avais eu accès à un fichier qui sont toutes les communications SMS, texto, qui ont eu lieu pendant le 11 septembre. Et donc j'ai pris juste la première heure après l'événement du World Trade Center. Et je le fais lire par une voix de synthèse et par un logiciel qui le lit. Et en fin de compte, pour lire tout ça, voilà, la bande vidéo dure 4422 heures, soit 6 mois. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y a une disjointure entre l'événement et la lecture de l'événement. Il y a une impossibilité à faire correspondre le deux, à faire correspondre notre perception et le monde. Il y a une quasi-infinité du monde, et il y a une quasi-infinité des signes, et ces deux quasi-infinités ne se rejoignent jamais. Alors, en dessous des fragments, de ces fragments médiatiques, par exemple là des fragments de phrases, il y a le code sous-jacent, bien évidemment, tous les 0 et les 1. Je ne vais pas vous refaire le même discours toujours sur les 0 et les 1, sur Matrix, globalement.
Mais ce qui importe, c'est que ces 0 et ces 1 sont absolument indéterminés et sont dépourvus de sens. Ils sont dépourvus de sens, et c'est pour ça qu'ils peuvent s'appliquer à toute chose. Ils sont indifférents au niveau ontologique. La grande surprise, c'est qu'ils sont dépourvus de sens, mais ils s'appliquent par contre à la signification, c'est-à-dire aux échanges de messages qu'on a. Il y a là, bien sûr, un passage très problématique entre ce qui est sans signification et ce qui a de la signification. Et à mon avis, la fiction en réseau, c'est justement l'incongruence entre les deux. C'est un autre projet qui s'appelle Ipver. En fin de compte, c'est un système qui tire, on estime qu'il y a 1000 milliards d'images sur Internet aujourd'hui. C'est le chiffre, l'évaluation. Donc c'est un système qui va tirer deux de ces 1000 milliards d'images, aléatoirement, totalement aléatoirement, n'importe laquelle. Et aléatoirement, ça met ces images en relation avec un connecteur logique de type philosophie analytique. Et quand on voit défiler les images, 2 fois sur 3, ça veut dire quelque chose. Ça ne devrait pas dire quelque chose. Alors, à quoi ça me sert en termes de démonstration? C'est qu'un système asignifiant produit de la signification, parce que la signification, bien sûr, ce n'est pas une chose en soi, c'est une chose pour moi, c'est une production. Et que, comment dire, c'est à partir d'une lacune, d'un trou, d'un manque, que la signification se produit. Et que justement, Internet, c'est exactement cela. Ce processus s'intensifie sur Internet par l'intermédiaire de ce que j'appelle la transduction. Alors je mets le NS entre parenthèses, alors c'est bien sûr un concept hérité de Gilbert-Simenon, la transduction, mais pour jouer sur la traduction et la transduction. C'est-à-dire que n'importe quel média peut être traduit en n'importe quoi d'autre, et de manière infinie, et ça se répand de proche en proche. Et on passe des codes asignifiants aux significations existentielles que nous vivons, que nous échangeons les uns avec les autres, de manière continue. Et c'est ça un peu la question d'Internet. Alors, qu'est-ce qu'une information? Il n'y a bien sûr pas de réponse simple à cette question, mais nous savons que l'information a à voir avec la question de la forme, ce qui peut sembler étrange, et avec quelque chose qui est en train de se former. Et que bien évidemment, l'hymne de l'information, ça concerne le principe de la formation. Il y a quelque chose qui circule d'information en information, quelque chose d'assez neutre finalement. Et selon moi, l'information, c'est exactement le lieu de passage de la contingence, dont je vous ai parlé précédemment, aux signes binaires, qui sont les signes informatiques, et qui sont dépourvus de sens. Et c'est le passage de l'un à l'autre, de la contingence de nos existences à la factualité de ces signes. Alors, ça a une conséquence assez concrète sur notre psyché. C'est ce que j'appellerais un principe d'indécibilité ontologique généralisée. Alors, ça veut dire quoi, ce gros mot? Ça veut dire quoi, ce gros mot? Il faut relier ça, entre autres, aux théories complotistes. C'est-à-dire que les gens doutent du réel. C'est l'un des objets de discussion actuels les plus importants. Comment se mettre d'accord sur un phénomène? Bon. Et je pense que ça a à voir profondément avec cette codification d'Internet. Alors, j'avais fait un projet sur ça. Oups. Je vais retourner. J'avais fait un projet là-dessus qui s'appelle Libération. Donc c'était un monolithe physique de ces 8 pieds 2 de haut qui reprenait exactement le format de 2001 du TA 9000 de 2001 du C de l'espace. Et quand on se rapprochait de ce monolithe, on le touchait, on entendait une voix. Et en fin de compte, c'était une voix de synthèse qui lisait les commentaires des lecteurs du site libé.fr, qui est un journal français. Donc on faisait abstraction de l'article original. C'était juste les commentaires. Et finalement, ces commentaires, toujours, c'est assez amusant, toujours, ils s'interrogent sur les assertions ontologiques. C'est-à-dire toujours, ils demandent, est-ce que ce que tu me dis, c'est bien réel? Parce que finalement, un récit journalistique, c'est d'abord une assertion ontologique. Ça raconte un phénomène, un événement, quelque chose qui est. Bon. Et donc, il y avait une espèce d'atmosphère un peu paranoïaque dans ce dispositif. Alors, la troisième partie, ça va être donc la fiction sans narration. On peut s'interroger pour savoir si cette notion, est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est même pensable? Qu'est-ce que ça veut dire que de distinguer la fiction de la narration? Est-ce que ce n'est pas une élucubration de distinguer les deux? Et pourquoi relier cela à Internet? Alors, je crois qu'à titre personnel, ce qui m'a toujours enthousiasmé avec l'ordinateur et avec Internet, c'est la possibilité de réaliser des œuvres sans fin. Elle commence sans doute, mais elle pourrait continuer encore et encore. Elle produirait du fait de l'usage de cette traduction en réseau, vous savez, traduire un texte en image, une image en son. Elle produirait des résultats que moi, je ne vais pas pouvoir prévoir en tant qu'auteur. Telle image, tel son, tel texte que je ne connais pas va apparaître dans mon travail.
C'est une véritable puissance de libération de la contingence, qui signifie très concrètement que certaines œuvres sont d'une durée qui dépasse tout simplement notre capacité d'attention. Alors, c'est évident qu'il y a une tradition de ça, avec Empire de Warhol, avec bien sûr les performances d'une année de Cheminier, j'arrive jamais à prononcer son nom, ou bien sûr les œuvres d'Opalka, les œuvres de numérotation d'Opalka, c'est-à-dire au sein de l'esthétique humaine de produire quelque chose qui n'est plus perceptible, qui dépasse tout simplement nos capacités. Alors je nomme ça l'infinitude, pour faire, c'est un peu le pendant de la finitude humaine, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas infini, mais qui tend vers l'infini, de la même manière que le réseau Internet est quasi infini, c'est-à-dire qu'il grandit plus vite que notre capacité de le percevoir. Alors cette infinitude, à mon avis, crée un sentiment de désorientation, dont parlait un projet qui s'appelle L'état du monde. De quoi s'agit-il? C'est un film sur Internet. Donc c'est constitué de 7000 fragments de vidéos, et on voit une jeune femme qui est chez elle et qui tombe malade. En fin de compte, elle tombe malade. Et en sous-titre, on a en temps réel les nouvelles de CNN. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et selon des mots-clés, elle tombe plus ou moins malade. S'il y a une guerre, s'il y a un génocide, elle est très très malade. Et puis parfois, il y a un moment de répit, elle va un peu mieux, mais bien sûr, elle retombe malade. Donc elle ne cesse de tomber encore et encore malade. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la fiction sans narration? Cela signifie que les personnages n'en finissent jamais avec rien. Du fait de ce principe d'infinitude, c'est qu'ils n'ont pas de solution. Et le propre de la fiction classique, c'est que les personnages avaient des solutions. Au début, ils ont des problèmes, et à la fin, ils trouvent des solutions, et on s'identifie, et tout le monde est content. Bon. Avec la fiction sans narration, on peut créer des processus qui sont sans fin. Ça crée bien évidemment une espèce de sentiment de désorientation. Alors, cette fiction sans narration, il faut la rattacher à la relation entre l'espace et le temps. Le siècle dernier a été principalement le siècle du cinéma, qui est un temps qui soumet l'espace, puisque l'espace est parcouru par la caméra au fil du temps. En 2003, j'avais fait ce projet avec beaucoup d'autres images, donc qui sont des mises à plat, depuis ça a été beaucoup fait et refait, mais qui sont des mises à plat de séquences de films très connues, par exemple Fenêtre sur cour. Et bien évidemment, le paradoxe, c'est qu'on ne l'a jamais vu à l'écran, mais on l'a toujours vu dans notre tête, ce décor-là en entier, dans la mesure où on reconstitue un espace plus grand que ce qu'on voit à un moment donné à l'écran. Et la narration, c'est le temps. C'est le temps qui donne la narration, c'est-à-dire que le temps, il est donné une bonne fois pour toutes, il y a un début, une fin. Et c'est pour ça, entre autres, que vous savez, les fameuses montres de Christian Barclay parlent incroyablement bien de ce qu'a été le cinéma. Le cinéma, c'est d'abord le temps. Par contre, quand on veut décrire un site internet, c'est très difficile de répondre à la simple question « Combien de temps ça dure ?» On ne sait pas combien de temps ça dure. On ne peut pas dire « Voilà, mon site web, il dure 10 minutes ». Et d'ailleurs, quand on peut décrire temporellement un site web, en général, ce n'est pas un très bon signe. Par contre, on peut décrire sa spatialité. On peut en faire la carte, on peut en faire les points, parce que c'est un espace avec un temps possible. Et le temps n'est plus celui de l'auteur, mais celui du public. C'est les gens qui activent la temporalité d'un site internet. Alors pour un peu parler de cela, c'était un autre projet que j'avais réalisé avec un réalisateur de cinéma qui s'appelle Jean-Paul Sivirac, cinéaste français. Et je lui avais donc demandé, j'avais sélectionné dans ses films, il a réalisé 6 films, j'avais sélectionné 700 séquences de ces films, des séquences qui ne racontent rien. Donc des claquements de porte, des moments d'attente, des choses comme ça. Et ensuite, je lui ai demandé de mémoire de redessiner de haut la carte où il avait filmé ces différents plans. Ce qu'il a fait. Ensuite, j'ai refait en 3D tous les espaces, en les extrudant. J'ai replacé toutes les séquences vidéo. Et j'ai créé une espèce de moteur qui passe d'un espace à un autre, donc qui construit un film, non pas temporellement, mais spatialement. Donc là, il y a un exemple. C'est toujours dans cette logique de l'importance donnée à l'espace et le fait non pas de parcourir un temps, mais de parcourir un espace qui est tout de même la grande différence. Donc là, très rapidement, c'était un projet que j'avais réalisé avec Reynald Drouin qui s'appelle Revenance, qu'on voit pas très bien, mais globalement qui était donc un site internet où, à la différence d'internet, normalement on peut cliquer les liens à distance, tout est équidistant. Et là, il fallait traverser des zones distantes, spatiales, pour activer les liens.
Alors, ce qu'on voit finalement apparaître là, c'est les différents fragments d'un puzzle que je vais reprendre à la fin et que je vais essayer de synthétiser. Ces fragments d'un puzzle permettent de comprendre comment on passe d'un code informatique à quelque chose qui se charge d'une signification possible, qui ne s'arrête jamais. Et comment une fiction peut être sans narration, c'est-à-dire sans narrateur, c'est-à-dire sans une voix qui à un moment organise le récit. Et comment cette narration, elle est déléguée au public. Ça, c'était un projet... on peut mettre le son. C'était un projet que j'avais réalisé pour la chaîne de télévision Arte, qui était un site internet et un film, qui est un exemple. Donc c'était un site internet constitué autour d'une base de données de 900 000 médias, avec des vidéos, des textes, etc. Et la quantité, finalement, transformait la qualité de la narration. Pourquoi de la fiction? Parce que, bien évidemment, pour faire le tour de la fiction, il aurait fallu passer des années et des années. Et je dirais même, en regardant la fiction, étant donné sa durée, on aurait pu finalement revenir sur un lieu de la fiction et avoir oublié ce qu'on avait déjà vu. C'est comme si un peu la fiction, du fait de sa durée, se dévorait elle-même. Et ça menait au fait que les personnages, il y a 3 personnages dans cette fiction, qui avaient des problèmes, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait aucune solution. Bon, je passe parce qu'on pourrait passer du temps. Alors, dernier projet avant de faire la synthèse, je dirais, c'est un projet qui s'appelle Capture, et qui est sur la question de la solitude. Alors de quoi s'agit-il avec Capture? En fin de compte, c'est un groupe de rock fictif qui part de l'analyse de la situation actuelle des industries culturelles. Qu'est-ce qui se passe dans les industries culturelles et les industries musicales? C'est qu'ils sont en crise parce qu'à cause du téléchargement massif des morceaux musicaux, des MP3, et donc ils ont un énorme problème parce qu'ils n'arrivent plus à gagner autant d'argent qu'avant. Donc Capture se présente comme une solution utopique à ce problème économique. Il s'agit d'un groupe de rock tellement productif, qui produit tellement d'images, qui produit tellement de musique, qui produit tellement de textes, que personne ne peut rattraper cette production. C'est une espèce de surproduction de machines folles, de surproduction tellement importante que vous ne pouvez pas tout consommer. C'est déborder la consommation par la production. Donc revenir à une production très industrielle. Et bien sûr, l'un des enjeux du projet, c'est de créer des résultats pop. Il ne s'agit pas de créer de la musique expérimentale, et il s'agit de tout générer. Donc je vais vous faire écouter un petit extrait avant de faire toutes les conclusions de ce qu'on arrive à générer. Donc ça, c'est complètement généré. Normalement, il y a une voix de synthèse, mais là, quand Capture fait des concerts, c'est des concerts qui durent 8 heures ou plus, parce qu'il s'agit d'épuiser le public. Et aussi, l'une des axiomatiques du projet, c'est qu'on produit en quantité illimitée, mais en exemplaire unique. Donc quand vous téléchargez un morceau, vous êtes le seul à l'avoir. Ce qui pose la question du partage des goûts culturels. Parce que vous êtes le seul à pouvoir le diffuser. On pourrait en parler long. Pour finir, un petit schéma. Alors je vais essayer de reprendre, si vous voulez bien, je vais me mettre devant le schéma, essayer de reprendre un peu le parcours. Je pense que cet après-midi, de toute façon, on aura sûrement l'occasion de le détailler, puisqu'il y avait beaucoup d'éléments. Donc on a, je crois, 3 éléments importants sur la fiction sur Internet, en tout cas pour moi. La question des multitudes, le fait que tout le monde s'inscrit dessus, que aucune époque plus que la nôtre n'a mémorisé les anonymes, les gens, les individus. Avant, ils étaient tous oubliés, quoi. Il n'y en avait que quelques-uns qui parlaient, c'était les artistes, les politiques, les scientifiques. Quelle est la place aujourd'hui des artistes quand tout le monde s'inscrit? Ça transforme bien sûr la factualité historique, c'est-à-dire la manière dont nous faisons le récit de notre temps, de notre époque. Et ça donne un sentiment d'afflux, c'est-à-dire que nous sommes débordés parce qu'il y a trop de monde, quoi. Les artistes, il y a trop de projets, les commissaires, il y a trop d'artistes, on est un peu tous débordés. La deuxième dimension, c'est la question du fragment. C'est-à-dire que tout est fragmenté, tout est en morceaux sur Internet, tout est explosé en petits morceaux. Donc ça pose bien sûr la question de la relation entre l'information qui donne la signification et le code qui n'est pas signifié. Le sentiment que ça produit, c'est un sentiment de contingence. Nous avons du mal, d'ailleurs, ce n'est pas un sentiment de contingence négatif, hein,
c'est que le monde est contingent, et le monde du sens est absolument contingent, la signification peut avoir lieu ou peut ne pas avoir lieu. Et ça, c'est lié au fait de la traduction généralisée, c'est-à-dire que pour toute chose, nous avons la même chose, des 0 et des 1. Pour toute signification, nous avons la même chose, des 0 et des 1, des 0 et des 1, et que tout donc se traduit en tout. Et ça donne un sentiment d'influx, d'indécision, c'est-à-dire que nous sommes indécidables par rapport à la réalité. Et enfin, il y a la question du labyrinthe et de la désorientation, et la prédominance de la question de la spatialité sur la temporalité dans ce type de fiction-là. C'est-à-dire que ce sont des fictions spatiales avant d'être des fictions temporelles, donc ça les rattache à une tradition dans les arts contemporains. Ce labyrinthe-là, le propre du labyrinthe, c'est qu'il est infini, on n'en fait jamais le tour, et qu'il y aurait face à la finitude qui a été largement thématisée au siècle dernier, c'est-à-dire notre mortalité, il y aurait quelque chose d'autre qui ne serait pas l'infini, mais qui serait l'infinitude. C'est-à-dire quelque chose qui ne s'arrête jamais, mais qui n'est pas absolu. Et ça crée bien sûr un certain sentiment de reflux, c'est-à-dire de solitude technique, dont je pense j'aurai le temps de parler, dont on aura peut-être le temps de parler cet après-midi. Voilà.